notre invité politique, c'est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci député européen, membre des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Les journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On entendait Patrick Caner à l'instant. Votre réaction également aussi, François-Xavier Bellamy, à ce discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, les séparatismes, comme il dit maintenant. Ce discours qui était attendu, c'était le bon discours qu'a prononcé le président de la République pour vous? D'abord, on n'a pas besoin de discours, on a besoin d'actes maintenant. On est dans une situation d'urgence vitale pour l'avenir de la France, je n'ai pas peur de le dire. Et face à cette urgence vitale, il me semble que la réponse est au mieux insuffisante, au pire dangereuse par certains aspects. Insuffisante parce que, de fait, il ne suffit pas de ces mesures dont Patrick Caner disait qu'elles étaient effectivement très dispersées, très sporadiques pour pouvoir faire face à l'adversaire devant lequel nous sommes. Et je crois en particulier qu'il ne suffira pas d'appliquer des réponses juridiques à un problème politique. C'est un adversaire politique que nous devons affronter. C'est l'islamisme, c'est l'islam politique qui veut fracturer la société française. Et au fond, je crois qu'avant de rajouter des nouvelles lois, tous les acteurs de terrain le disent d'ailleurs, il faut d'abord commencer par faire appliquer nos lois, par faire appliquer les lois qui existent déjà. Donc une réponse insuffisante et même dangereuse par certains aspects, dangereuse parce qu'elle alimente la culture de l'excuse qui a fait, et de ce point de vue-là, Patrick Caner évidemment porte avec son camp, en tous les cas, une part de la responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes. Au fond, le président de la République ne rompt pas avec cette culture de l'excuse qui a été le propre de la gauche pendant très longtemps. Il explique encore une fois que c'est de la faute de la France si ces jeunes se radicalisent, que c'est parce que nous n'avons pas su tenir la promesse républicaine. Bien sûr, il faut lutter pour que l'égalité des chances soit mieux respectée en France. Bien sûr, il faut en particulier, et ça a été mon premier engagement personnel et politique, lutter pour une éducation nationale qui puisse vraiment offrir à chaque enfant les moyens d'accomplir ses talents. Mais enfin, dans beaucoup de zones rurales en France, dans beaucoup de zones de la France périphérique, il y a aussi des inégalités et pour autant, il n'y a pas de jeunes qui commettent des attentats. Nous ne sommes pas devant un problème lié à la fragilité de l'égalité en France. Nous sommes devant un problème mondial qui est celui de la propagation d'un islam qui veut détruire ce qui fait l'unité des sociétés occidentales, devant cet islam politique qui veut s'imposer par la terreur et par la force. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Et on n'y répondra pas en accusant la République. Quelle incroyable fragilité que ce président de la République qui nous explique que c'est de la faute de la France si aujourd'hui des attentats sont commis sur le sol français, touchant des Français et faisant des victimes innocentes. Quelle incroyable fragilité de la part d'un président de la République qui, pour toujours donner des gages, poursuit la fuite en avant. Je reviens à la question de l'éducation. Je voudrais partager un point qui m'a beaucoup marqué. L'apprentissage de l'arabe. Le président de la République nous dit, voilà, il faut que la France s'adresse à chacun des jeunes qui sont sur son sol et il faut en particulier développer l'apprentissage de l'arabe à l'école. Moi, je crois que le vrai problème en France aujourd'hui, c'est l'apprentissage du français. Que quand vous avez un jeune Français sur 5 à sa majorité qui est, et c'est la statistique officielle qui nous le dit, en difficulté dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture du français, je crois que l'urgence, c'est d'apprendre à tous les enfants de France leur langue, parce que c'est leur langue s'ils sont français. Il n'y a aucune raison de perpétuer sur le sol français une pluralité de communautés de langues différentes. Mais quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il vaut mieux que ces enfants apprennent l'arabe à l'école parce que sinon ils iront l'apprendre dans les mosquées et que, je le cite, l'enseigner à l'école, c'est aussi un moyen de réduire le pouvoir religieux. Est-ce qu'il n'a pas raison? Je crois qu'il y a soit une forme d'étonnante démission, soit une curieuse naïveté de la part du ministre de l'Intérieur. D'abord, qui peut croire une seule seconde que les enfants qui aujourd'hui suivent des cours d'arabe à la mosquée, dans des écoles tenues par des religieux, ou même d'ailleurs dans les ELCO qui sont, vous le savez, aujourd'hui l'occasion pour l'islam d'autres pays d'entrer dans notre propre système éducatif, qui peut croire que pour ces jeunes, apprendre l'islam se fera de manière équivalente dans l'école de la République? On le sait, les cours d'arabe ne sont pas que des cours d'arabe, et il faut ne rien connaître à la culture de ces familles, à la culture musulmane, pour ne pas savoir que l'arabe est aussi, et peut-être même d'abord, une langue religieuse. C'est une langue qui porte avec elle le Coran, c'est la langue sacrée, et apprendre l'arabe, c'est nécessairement suivre un cours d'une nature
religieuse et confessionnelle. Pour beaucoup de ces jeunes-là, je ne dis pas qu'on ne puisse pas apprendre l'arabe comme langue, mais en tous les cas, pour les familles qui choisissent de transmettre l'enseignement de l'arabe à leurs enfants via des formations religieuses, il est clair que ces familles-là ne se tourneront pas, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vers l'école de la République pour proposer un enseignement laïque de l'arabe à leurs enfants. Et surtout, le point le plus important, c'est que Gérald Darmanin dit, après tout, on enseigne aussi d'autres langues vivantes à l'école et d'autres enfants apprennent le portugais, l'italien, l'allemand. Mais enfin, quand même, ne confondons pas tout. Nous avons un défi majeur en matière d'intégration. Nous héritons d'une faillite collective immense sur ce sujet-là. Il n'y a pas aujourd'hui dans notre pays une communauté de germanophones qui a du mal à s'intégrer à la communauté nationale. L'arabe n'est pas une langue vivante parmi d'autres. Aujourd'hui, pour la France, il y a un défi majeur qui est celui de faire que tous ces enfants se sentent complètement français. Qu'ils le soient, et ils en ont le droit, et ils le méritent. Ils méritent qu'on leur dise « tu es français, tu n'as pas à entretenir une forme de double culture, de double identité. Il faut que tu puisses participer pleinement à la communauté nationale et de ce point de vue-là, lutter vraiment contre le séparatisme. Et regardez le contraste incroyable. Lutter vraiment contre le séparatisme, ça n'est pas promettre qu'on va apprendre plus l'arabe à l'école aux enfants. C'est leur promettre qu'on va leur apprendre enfin à tous à parler parfaitement le français, à écrire parfaitement leur langue. C'est leur langue, elle leur appartient de droit et nous devons la leur transmettre si nous voulons reconstruire une société qui puisse connaître ce qui fait le lien de son unité demain. C'est la langue, mais ça n'est pas seulement la langue. À travers elle, c'est la culture, c'est le sentiment d'appartenance, c'est la capacité de s'intégrer pleinement à la vie d'un pays dans toutes ses dimensions, à la vie de leur pays, encore une fois, je le répète. Et je ne comprends pas que derrière l'idée de lutter contre le séparatisme, on entretienne en réalité ce qui fait la fracturation de notre société et ce qui alimente évidemment la pluralité des communautarismes qui se feront jour demain. Est-ce que Emmanuel Macron, si on suit votre raisonnement, il a affaibli la République avec son discours ? Je crois que par certains aspects, oui, c'est le cas. Exactement comme quand, encore une fois, il reprend cette culture de l'excuse. Quand dans son discours, de nouveau, il répète que la France n'est pas sortie d'un surmoi post-colonial, qu'il attaque en fait la France pour la violence qu'elle subit. C'est absolument incroyable et ça alimente en réalité cette espèce de ressentiment qui forme le séparatisme qu'ensuite il dit déplorer. Si nous voulons lutter contre le séparatisme, alors nous devons dire à ces jeunes ce qui est la pure vérité, que la France veut leur offrir ce qu'elle a à lui donner de meilleur, que la France arrête de se flageller, que la France n'est pas coupable pour le terrorisme qu'elle subit, comme tant de nations occidentales, et qu'elle va lutter de manière déterminée contre ceux qui veulent lui imposer ce projet politique. Et ça ne passe pas d'abord par le fait, je le disais tout à l'heure, de rajouter de nouvelles lois, ça passe par le fait de faire appliquer la loi le 9 d'une manière décembre, absolument intraitable. Je ne vois pas en quoi elle dépassera malheureusement les artifices de communication. Il y a certainement des ajustements législatifs à opérer, mais on le voit très bien, dans notre pays aujourd'hui, il y a des lieux entiers qui sont des zones de non-droit, dans lesquelles la loi n'est plus appliquée, dans lesquelles on n'ose plus faire appliquer la loi. À quoi cela servira-t-il de rajouter de nouvelles règles si nos règles déjà existantes, de toute façon, sont inopérantes ? Allez, on va passer à l'autre actualité. L'autre actualité, ce sont ces nouvelles mesures annoncées hier par Mathilde. Oui, alors le gouvernement avait promis beaucoup de concertation, a mis en place des mesures locales. Comment jugez-vous la gestion de la crise globalement ? Écoutez, la critique est facile et l'art est difficile et je ne voudrais pas donner le sentiment de faire la leçon au gouvernement sur un sujet si délicat. Je dirais simplement deux choses que je dis comme un citoyen parmi d'autres qui n'a pas plus d'informations que beaucoup de citoyens. Et c'est vrai que nous sommes tous un peu dans la même situation d'incertitude et d'anxiété aussi, il faut bien le dire aujourd'hui. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans ce moment d'incertitude, on aurait besoin que l'État soit celui qui justement donne un cap clair, fixe des règles claires et simples. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir changé sans arrêt d'indicateurs. On ne sait plus exactement à quel référentiel se vouer. On ne sait plus ce que veulent dire les couleurs dont on nous a gratifié au cours des dernières semaines. Au point, au fond, que tout cela crée une situation qui rend très difficile la prise de décision, y compris pour des acteurs du monde économique, du monde culturel. J'ai repris à Paris, il y a quelques jours, un cycle de conférences de philosophie qui se tient dans un théâtre depuis des années. Je le vois à travers cette expérience au théâtre, cette difficulté que beaucoup d'acteurs du monde de la culture ont aujourd'hui de savoir
dans quelle direction aller. Et au fond, on aurait besoin que le gouvernement, malgré cette incertitude, puisse donner des orientations plus claires. On ne peut pas rentrer, je sais que la maire de Paris le redisait récemment, dans une logique d'aller-retour permanent, de stop and go, disait-elle, je préfère le dire en français. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de juste, c'est qu'au fond, tout le monde est un peu perdu et qu'on aurait besoin d'orientation. Mais il manque un cap, il manque un capitaine pour vous? En tous les cas, il manque un cap qui soit plus clair et puis je crois des critères de discernement, de décision qui soient plus objectivés. Encore une fois, c'est difficile, c'est compliqué, je ne dis pas le contraire, mais on en a besoin aussi pour protéger nos libertés. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner. On est dans un moment qui est évidemment difficile, mais dans lequel il faut réaffirmer que nos droits fondamentaux, que les libertés fondamentales, elles ne valent pas seulement pour les périodes de calme et de sérénité, elles valent encore plus sans doute pour les moments de tension et de difficulté. Et aujourd'hui, on a le sentiment que derrière cette incertitude des critères se fait jour au fond une place de l'arbitraire dans la décision politique qui touche à des libertés fondamentales, qui a quelque chose d'un peu inquiétant, je trouve. Un mot sur le Parlement européen par rapport à la crise du Covid. Tout s'est recentré à Bruxelles. Et à Strasbourg, on est très inquiet de ce qui est en train de se passer. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, je crois qu'il faut défendre, bien sûr, le siège du Parlement européen à Strasbourg. C'est fondamental. Évidemment, la période actuelle rend difficile le fait de faire des sessions à Strasbourg. Je crois que d'une manière plus générale, il est absolument capital, si nous voulons sauver le siège du Parlement à Strasbourg, que nous ayons une stratégie claire sur ce sujet, une stratégie à horizon de 10, 20 ou 30 ans pour faire revenir le Parlement européen à Strasbourg. Il est absurde, les députés européens sont très nombreux à le dire, ils sont très majoritaires à critiquer ce processus, et les citoyens aussi sont très nombreux à ne pas le comprendre. Il est un peu absurde de faire l'aller-retour une fois par mois entre Bruxelles et Strasbourg. Si nous voulons faire en sorte que le Parlement européen prenne vraiment racine à Strasbourg, il faut qu'il s'y installe complètement. Évidemment, ça ne se fera pas demain, mais il faut qu'à horizon de 10, 15, 20 ans, nous ayons une vraie stratégie pour faire en sorte que le Parlement s'installe vraiment à Strasbourg. Et de ce point de vue-là, la crise que nous vivons est une opportunité parce qu'elle nous a permis de redécouvrir qu'avec le télétravail, avec les visioconférences, avec toute la technologie qui se développe aujourd'hui, on avait de moins en moins besoin d'être collé en permanence à nos interlocuteurs. On n'a pas besoin d'être à Bruxelles, dans les jupes de la Commission, pour faire un travail efficace au Parlement européen. On peut le faire de Strasbourg. Et ce serait aussi une manière de dire que le Parlement n'a pas vocation à être perpétuellement l'institution qui suit la Commission et le Conseil. Ce serait une manière de donner tout son sens à ce lieu démocratique de la vie de nos pays. L'autre actualité, ce sont les Calédoniens qui se sont prononcés hier et qui ont voté contre leur indépendance à plus de 53%. Mais il y a quand même une progression du oui par rapport au dernier référendum. Comment vous avez accueilli ces résultats ? Avec une très grande joie d'ailleurs. D'abord parce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas une région qui aurait rejoint la France par hasard. Ça n'est pas un archipel qui, par les circonstances de l'histoire, aurait été placé sous la tutelle de la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Et bien sûr, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour que cette unité de la République, y compris outre-mer, soit une réalité concrète pour tous les citoyens français. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour qu'en Nouvelle-Calédonie, la République progresse vraiment et offre à chacun la même chance. Mais je crois qu'il est fondamental que la Nouvelle-Calédonie ait redit son attachement à la France. Et si un troisième référendum devait avoir lieu, nous avons du travail à faire pour pouvoir faire progresser cet attachement à la France, pour faire progresser le camp loyaliste. En tous les cas, je m'y engagerai de toutes mes forces. Je devais aller en Nouvelle-Calédonie dans les semaines écoulées. La crise actuelle m'en a empêché. J'espère pouvoir y aller le plus rapidement possible, en tous les cas avant ce troisième référendum si possible. Il y a beaucoup de sujets européens aussi sur place. Qu'il faut tenir. Il est prévu par les accords, il n'est pas obligatoire pour vous, il faut le tenir ? Moi, je crois que cette stratégie était absurde. Au fond, on voit bien la répétition des votes a finalement très peu de sens. Il me semble qu'on devrait pouvoir s'arrêter à ce référendum. 2 référendums sont venus dans un temps relativement court redire l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Voilà, maintenant ce sera la décision des élus de Nouvelle-Calédonie. En tous les cas, s'il devait avoir lieu, j'espère pouvoir m'y rendre avant qu'il se déroule. On a des sujets européens majeurs sur place et il y a aussi, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie est aux avant-postes de cela, un sujet global, parce que la Nouvelle-Calédonie fait face à la Chine, dont on voit aujourd'hui à quel point son rouleau compresseur
agresseurs cherchent à écraser toute singularité, à se saisir de toutes les opportunités qui peuvent intéresser le régime chinois. Il me semble qu'il est important que la France puisse redire que la Nouvelle-Calédonie est un lieu de liberté, un lieu bien sûr où son influence peut rayonner, mais aussi et surtout un lieu qui peut faire vivre les coutumes de cet archipel. Et c'est, je crois, un enjeu majeur pour la France et pour l'Europe aussi dans son ensemble. Et justement, puisque vous parlez de l'Europe, on va passer au dossier de l'Union européenne. Vous étiez en Grèce il y a quelques jours. Quel était l'objet de ce déplacement ? J'ai été en Grèce d'abord pour redire notre soutien à nos amis grecs face aux menaces que fait peser sur eux le comportement de la Turquie aujourd'hui. C'est un sujet dont on parle trop peu, mais avec Arnaud Danjean, qui est un de mes collègues de la délégation française au Parlement européen, qui est dans la commission des affaires étrangères et qui s'occupe beaucoup des questions de défense et de sécurité, nous avons voulu attirer l'attention sur ce qui se joue aux portes de l'Europe dans ce rapport avec la Turquie, dont le comportement est devenu extrêmement agressif. La Turquie a violé l'espace maritime de la Grèce de manière impunie pendant des semaines. Elle viole l'espace aérien de la Grèce de manière répétée depuis de trop nombreuses années. Elle occupe une partie de Chypre aujourd'hui par la force. Et au fond, ce qui se joue dans ce comportement de la Turquie, c'est une menace qui ne touche pas seulement la Grèce, mais qui concerne l'Europe dans son ensemble. La Turquie, juste avant la crise du coronavirus, vous vous en souvenez sans doute, avait organisé une véritable crise migratoire à la frontière de la Grèce et de la Bulgarie en faisant venir elle-même des personnes, parfois même des détenus, à la frontière de la Grèce pour les faire rentrer en Europe. Je crois que nous ne pouvons pas tolérer ce comportement et que l'Europe parle d'une voix trop faible sur ce sujet. Je suis heureux que le président de la République ait montré la solidarité de la France envers la Grèce dans cette période-là, en envoyant notamment notre marine nationale sur place. Mais aujourd'hui, l'Europe, et le Conseil qui s'est déroulé il y a quelques jours l'a montré une fois de plus, n'arrive pas à parler avec force pour dire que M. Erdogan doit s'arrêter et pour menacer de sanctions le régime de M. Erdogan s'il franchissait de nouveau ces lignes rouges. Le Conseil qui n'a pas adopté de sanctions, qui a juste menacé de punitions si les provocations continuaient. Pour vous, c'est quoi? C'est l'Union européenne trop faible face à Bien sûr, beaucoup trop faible. Il faut évidemment réagir d'une manière plus forte. Il faut mettre fin tout de suite au processus d'adhésion de la Turquie avec l'Union européenne. Nous le répétons depuis des mois maintenant, mais c'est devenu une aberration que ce processus se poursuive. Il faut suspendre les fonds qui sont versés à la Turquie et nous redéposerons un amendement en ce sens dans quelques jours au Parlement européen parce qu'il est inconcevable que l'Union européenne aujourd'hui ne réagisse pas avec force face à la Turquie. Disons-le, derrière cette faiblesse, il y a évidemment le risque que fait peser sur nous, je le disais tout à l'heure, la fracturation de nos sociétés, la peur au fond que des citoyens dans nos pays prennent fait et cause pour la Turquie si l'Europe parlait trop fort. Je crois que c'est le moment de faire respecter nos principes et il est temps de réagir enfin. La Turquie intervient aussi dans le conflit dit du Haut-Karabakh, dans le Caucase. Là aussi, l'Europe doit-elle intervenir plus fermement? Bien sûr, j'ai signé une tribune hier avec plusieurs dizaines de parlementaires et d'élus dans le journal du dimanche sur ce sujet. Il est absolument indispensable que nous puissions dire notre soutien, et non pas seulement le dire, mais le montrer par la force. C'est-à-dire par le fait de mettre en œuvre là aussi des sanctions précises contre le régime azéri qui menace de déstabiliser toute la région, que nous puissions témoigner ainsi concrètement de notre soutien à l'Arménie, qui est, nous le savons, un pays déjà martyr de tant de drames du XXe siècle, une communauté touchée par la violence et par le génocide que la Turquie continue de nier aujourd'hui. Nous avons le devoir maintenant de réagir. L'Europe ne sera forte que si les pays européens sont capables de se faire respecter, de revenir à une logique de puissance qu'ils ont pendant trop longtemps abdiquée. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut bien sûr le montrer. L'autre actualité de l'Union européenne, c'est le plan de relance. Vous avez été chargé, vous, par le PPE, qui est le parti de la droite européenne, pour le dire un petit peu simplement, de travailler sur le plan de relance européen. Le plan proposé n'est pas le bon pour vous? En tous les cas, nous allons tout faire pour faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible. Je me suis opposé depuis le début de ce débat, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, à son mode de financement. Je crois que créer un emprunt européen n'était pas la bonne réponse. Maintenant, il est évident que, puisque cet emprunt a été décidé par le Conseil, par les chefs d'État et de gouvernement, sans que nous puissions avoir de capacité d'action sur ce sujet, bien, il faut que nous puissions faire en sorte qu'au moins cet argent qui est emprunté aux futures générations soit dépensé de la manière la plus rationnelle possible et surtout soit engagé dans des investissements susceptibles de produire
produire une prospérité future qui permettra à ces générations de demain de rembourser la charge de la dette que nous leur aurons transférée. C'est le travail que je mène effectivement comme rapporteur sur ce sujet, faire en sorte que, c'est ce que j'ai appelé la clause du futur, l'engagement envers les générations à venir, faire en sorte qu'au moins cet argent soit investi dans des projets susceptibles de nous garantir demain une forme de prospérité future. Et je crois que c'est absolument crucial parce que le grand risque, c'est que tout cet argent, ces 750 milliards d'euros, soit dilapidé pour amortir le choc pour la génération d'aujourd'hui sans rien laisser à ceux qui suivront. Et ce serait évidemment les trahir que de céder à cette facilité une fois de plus, cette facilité que nous avons tellement connue dans notre endettement français et qui fait que nous laissons à ceux qui viendront après nous à la fois une dette immense et aussi une marge de manœuvre pour réagir aux crises futures qui ne manqueront pas d'arriver, qui est évidemment très atrophiée. Allez, on va terminer en parlant de votre parti, les Républicains, et ce sondage publié hier dans le journal du dimanche qui a testé plusieurs hypothèses à droite. C'est Xavier Bertrand qui est mieux placé que Valérie Pécresse, que Bruno Retailleau, que François Baroin. Alors c'est un sondage, on est très loin de la présidentielle, mais qu'en avez-vous pensé ? Moi, je vais vous dire très simplement, je ne comprends pas ces sondages. Des candidats que vous avez montrés à l'écran... D'abord, lesquels sont candidats? Lesquels ont déclaré leur candidature? Dans quel cadre? Dans quel cadre? Dans quel parti? Par quel processus? Et surtout, et c'est le plus important, sur quelle ligne? Avec quelles idées? Moi, je crois que... Alors, c'est vrai qu'au moins Bruno Retailleau et Xavier Bertrand ne s'en cachent pas. Ouais. Mais de leur volonté aucun d'entre eux n'a présidentielle. encore eu l'occasion de faire des propositions, de développer un programme, une vision, de nous dire ce qu'ils voulaient pour la France. Je veux dire, la vie politique française se meurt de cet excès d'intérêt pour les individualités au détriment des idées. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ça n'est pas d'abord de personnalité. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une ligne claire. Et ce dont la droite a besoin surtout, c'est d'une ligne claire. Et je crois qu'elle ne l'obtiendra pas sans un vrai débat ouvert, sans une conversation qui permette, avec les électeurs d'ailleurs, de trancher sur notre ligne et de trancher sur le fond. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Parce que là, le temps commence à presser avant la présidentielle. Comment on tranche? Il y a quand même, y compris sur la ligne, que ce soit sur la ligne ou sur les personnalités, il y a de fortes divergences. Donc, comment on tranche? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne suis pas un passionné des questions d'organisation, de partis, de campagne électorale. Mais évidemment, la politique passe aussi par là. Et je crois, je le disais tout à l'heure, que la droite ne s'en sortira pas si elle ne se donne pas l'occasion d'un rendez-vous démocratique qui permette de trancher sur le fond et sur la ligne. Notre famille politique réfléchit à ces sujets-là de manière tout à fait paisible. Et je crois qu'il faut continuer de réfléchir à la manière dont on va organiser ce que Gérard Larcher, dans cette maison ici au Sénat, appelle un processus de départage. Voilà, nous y viendrons sans aucun doute. Pour l'instant, nous avons beaucoup de travail à faire. C'est une primaire pour vous, une primaire ouverte, une primaire réservée aux seuls militants? Encore une fois, c'est une discussion qu'il faut avoir à l'intérieur du parti. J'ai pas d'a priori sur ce sujet. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs candidats. Ce que je vois, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une diversité de lignes possibles. Et moi, je crois, encore une fois, qu'il ne peut pas y avoir pour la droite de crédibilité retrouvée si elle ne commence pas d'abord par organiser cette discussion entre ces principales figures sur le terrain des idées, parce que c'est ce qui compte le plus. Au-delà des questions de personnes, quand on regarde ce sondage d'hier, ce qui frappe aussi, c'est que Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont largement devant le candidat de la droite, quel qu'il soit. Est-ce que finalement Christian Estrosi n'a pas raison quand il parle de candidature de témoignage? Christian Estrosi a raison de pointer sans aucun doute la crise profonde que traverse notre famille politique, évidemment, elle est incontestable. En revanche, il a absolument tort lorsqu'il pense que nous pourrions remédier à cette crise en acceptant de nous dissoudre dans le macronisme. Le macronisme, aujourd'hui, a fait la preuve de son échec. Et s'il était possible pour certains de se laisser piéger par l'illusion en 2017, je ne vois vraiment pas quelle est la raison qui nous pousserait à y céder maintenant, après 3 ans d'exercice du pouvoir, qui, de mon point de vue, en tous les cas, n'ont permis de résoudre aucun des grands problèmes que traverse notre pays. Aucun. J'aimerais pouvoir me réjouir de ce que mon pays va mieux après 3 ans de présidence d'Emmanuel Macron, mais ça n'est pas le cas. Et je ne dis pas ça pour critiquer par pure facilité. Au contraire, je dis ça parce que cela nous impose de prendre nos responsabilités et d'offrir une véritable alternance à la France. Évidemment, ce sera pour la droite un défi immense, mais il n'est pas trop tard pour s'y atteler et c'est ce que nous devons faire dès maintenant. Et merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal Jalabert. On regarde la une du Dauphiné ce matin. Pascal Jalabert, marche blanche en hommage à Victorine. À Villefontaine, dans le Nord-Isère,
rendre hommage à cette jeune fille qui a été retrouvée morte dans une rivière, probablement avec l'intervention d'un tiers. Donc grande douleur partagée par toute la commune. Et merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires.